Bonjour à tous. Merci au comité éditorial pour cette invitation pour parler de l'oxygénothérapie à domicile post-infection Covid. Donc un sujet très ciblé que je vais essayer de passer en revue avec vous au cours des 10 minutes qui viennent. Vous allez voir qu'on va utiliser ces drôles d'appareils, ces concentrateurs que vous avez peut-être jamais vus ou utilisés, qui sont des appareils en fait presque un peu anachroniques dans leur design, qui ont 50 ans d'existence déjà. Alors, j'ai fait un petit schéma pour résumer un peu le parcours des patients dont on est en train de parler. Vous avez ici une échelle de temps depuis le début des symptômes et on a un certain nombre de parcours qui sont possibles dans l'infection Covid. On estime très grossièrement et sans correction pour les groupes d'âge ou les comorbidités qu'environ 15% des sujets qui sont infectés vont développer en fait des signes, des symptômes respiratoires qui requièrent une hospitalisation et ceci va aller avec une augmentation des besoins en oxygène. On a ensuite un sous-groupe de cette population qu'on peut estimer à environ 5% des personnes infectées qui vont devoir passer par les structures de type soins intermédiaires ou soins intensifs avec très souvent un aller-retour entre les soins intermédiaires et les soins intensifs. Et finalement, on a un décours pour ces patients qui va être plus ou moins long, avec une dépendance à l'oxygène qui peut en fait disparaître très rapidement, comme elle peut durer plusieurs semaines. Et en fait, on voit qu'il y a deux points cibles ici qui nous intéressent, qui peuvent être éventuellement des endroits où on peut apporter quelque chose par un traitement à domicile pour essayer de contenir finalement l'importance des hospitalisations et la surcharge que vous vivez tous dans les services de médecine. Ici, c'est un point critique qui est celui du retour à domicile chez des sujets qui sont encore légèrement hypoxémiques. Et ici, la question qui se pose est celle de finalement pouvoir prévenir ou différer une hospitalisation. Donc on a trois situations possibles. La première, c'est celle de patients à domicile avec une limitation de soins, donc des directives anticipées, des comorbidités sévères. Ça, c'est une situation dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais c'est clairement une situation où on peut avoir une utilisation de l'oxygène à des fins palliatives, à des fins de confort. Ensuite, on a une deuxième situation qui, on l'espère, n'est pas encore d'actualité, mais qui pourrait l'être, c'est celle de patients à domicile sans limitation de soins, mais pour lesquels, en raison de la saturation du système de santé, on essaye de différer une hospitalisation. Alors ça, c'est une situation qui pourrait survenir si tout à coup nos services de médecine, par exemple, n'étaient plus à même d'accueillir des patients légèrement hypoxémiques sans devoir aller aux soins intensifs ou aux soins intermédiaires. On ne va pas parler de cette situation-là non plus, parce que pour le moment, elle n'est pas d'actualité. Donc ce qu'on va évoquer ensemble, c'est les patients qui sont au décours d'une hospitalisation pour une infection des voies aériennes à SARS-CoV, donc au coronavirus, qui sont stabilisés et qui gardent des besoins en oxygène qu'on va qualifier de raisonnables. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'oxygénothérapie à domicile, il y a, comme vous le voyez, tout un zoo d'appareils, toute une série de dispositifs qui permettent de fournir de l'oxygène de façon plus ou moins simple et plus ou moins efficiente, avec des débits parfois très variables. On va simplifier la situation très rapidement parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas du tout pertinentes pour la population qui nous concerne. On ne va pas mettre en route, par exemple, de l'oxygène à haut débit humidifié à domicile. C'est juste impensable du point de vue logistique à grande échelle. Les personnes qui ont travaillé sur le dossier du retour à domicile sous oxygène ont estimé que l'oxygène liquide n'était pas une priorité actuellement. C'est quelque chose qui pourrait changer. Les bonbonnes posent des problèmes logistiques qui sont énormes et qui rendent ce mode d'administration totalement inconfortable et un peu désuet. Et puis on va parler des concentrateurs d'oxygène et on va essayer de voir qu'est-ce que ces dispositifs nous apportent. Juste un petit rappel pour les plus jeunes qui ne sont pas familiers avec ces différents systèmes. Qu'est-ce que c'est que l'oxygène liquide ? Vous avez ici en fait une citerne d'oxygène liquide qui est une espèce de grand thermos qui est à peu près haut comme ça, qui est livré au domicile du patient et qui contient de l'oxygène liquide à moins 183 degrés, donc assez froid.
1 litre d'oxygène liquide correspond à 800 litres d'oxygène gazeux. Donc, c'est un système de transport et de stockage qui est extrêmement performant. C'est un système, et ça c'est très important à avoir à l'esprit, à évaporation constante. C'est-à-dire que si vous gardez ce grand thermos à la maison, au bout de 10 jours, il est vide que vous l'ayez utilisé ou pas, 10 ou 15 jours selon la taille du système. Et c'est vrai aussi pour les unités portables. Enfin, le remplissage que vous voyez ici, ça c'est une unité mobile et ça c'est la citerne réservoir. Le remplissage est critique, demande une certaine force et ce n'est pas quelque chose qui est facile pour le patient sexa, septa ou octogénaire. Ça demande en fait d'être bien sur ses jambes et d'avoir la force de tenir l'unité portable pendant le remplissage. Qu'est-ce qu'un concentrateur et comment est-ce que ça fonctionne? Alors c'est un dispositif qui est quand même très très ingénieux. Vous avez ici une entrée d'air, l'air ambiant, et puis un compresseur qui va mettre l'air sous pression. Et vous voyez que l'air sous pression va traverser ce qu'on appelle des filtres moléculaires. On va revenir là-dessus dans un instant. Et à la sortie de ces filtres moléculaires, en fait, on va avoir de l'oxygène qui est pur à 90 à 95%. Vous voyez aussi que, en fait, il y a 2 filtres en parallèle. Un qui est utilisé pour générer l'oxygène, ou plutôt pour capter l'azote, et l'autre qui est rincé. Alors comment est-ce que ça marche? C'est ce qu'on appelle un tamis moléculaire, c'est-à-dire vous avez ici une structure qui s'appelle le zéolite, qui est une structure assez magique parce qu'elle contient en fait des pores, et ces pores ont un diamètre de 0,30 microns, ce qui correspond exactement en fait au diamètre aérodynamique des molécules d'oxygène. L'azote est juste suffisamment plus grand pour être capté par ce filtre. Donc quand vous mettez de l'air ambiant sous pression, que vous le faites passer par un filtre de zéolite, en fait, vous allez avoir juste l'oxygène qui sort et l'azote, le dioxyde de carbone vont être captés sur la structure en fait, de ce filtre moléculaire. Et comme ça, on arrive à obtenir de l'oxygène pratiquement pur. Et à l'inverse, quand on rince le filtre, c'est-à-dire qu'on fait chuter la pression, en fait, l'azote va être libéré, être purgé à l'extérieur de l'appareil. Donc ça, c'est le principe de ces concentrateurs. Alors, il y a des différences qui sont considérables entre les différents concentrateurs, et notamment entre les concentrateurs portables et stationnaires. Et ça, c'est important à savoir quand on pense à l'oxygène à domicile chez nos patients. Vous avez ici à gauche un concentrateur qu'on va qualifier de standard, concentrateur stationnaire. Il pèse 14 kg, il est un peu grand comme les valises qu'on utiliserait pour prendre un vol EasyJet en le coinçant un petit peu dans leur système de jauge. Il permet des débits qui vont de 0,5 à 5 litres par minute. Il y a des concentrateurs qui sont plus performants, mais qui sont utilisés de façon complètement exceptionnelle. Et vous voyez qu'il arrive à générer une FiO2 tout à fait correcte à 5 litres par minute. Ça, c'est un système qui est performant, bruyant, 43 décibels, mais performant. Vous avez ensuite des concentrateurs portables. Alors, ils sont intéressants, évidemment, parce qu'ils sont portables. Et théoriquement, ils permettent d'augmenter la mobilité de nos patients. En fait, vous avez ici un concentrateur portable relativement volumineux, il pèse pratiquement 8 kg. C'est le seul qui permet des débits continus allant jusqu'à 3 litres par minute. Vous remarquez aussi un bruit qui n'est pas négligeable. Et puis vous avez ces petits bijoux qu'on aurait envie de prescrire à tous nos patients, mais qui sont en fait finalement largement insuffisants par rapport à leurs besoins, puisque ce sont des systèmes qui ne fonctionnent qu'en mode pulsé, c'est-à-dire que le sujet va recevoir un petit bolus d'oxygène à chaque inspiration, ce qui globalement représente un débit qui est bien trop faible pour compenser son hypoxémie. Donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est très important d'avoir à l'esprit que, bien que ces concentrateurs portables soient extrêmement pratiques, en fait, il s'agit d'outils qui sont inadaptés à la mission qu'on essaye de remplir maintenant. Est-ce qu'il y a des données dans la littérature concernant l'oxygénothérapie post-Covid? J'ai trouvé une seule étude assez intéressante, mais pas très solide sur le plan méthodologique, faite dans le New Jersey. C'est un groupe d'hôpital de Jewish Hospitals qui ont fait un travail pendant la première vague, donc en avril, et ils ont, de façon intéressante, regardé quelle était la contribution d'une intervention à domicile précoce avec infirmière à domicile, médecin disponible, oxygène sur place, saturométrie. Et vous voyez qu'ils ont été chercher des patients aux urgences, dans une espèce d'unité d'observation et dans des
des services de médecine, et vous avez ici le taux en fait de réexposition au système médical avec une durée d'observation de l'ordre de 20 jours. Et ils ont pris un groupe témoin qui est celui de sujets qui avaient transité par un service de médecine mais qui n'avaient pas été aux soins intensifs, un chiffre assez conséquent. Et vous voyez que donc si on compare l'intervention qui a été faite à la simple situation de base telle qu'elle était connue pendant la première vague, on a quand même une différence considérable en termes de gains de jours de présence à l'hôpital. Donc ça semble faire du sens que d'avoir un système d'oxygénothérapie à domicile avec un monitoring approprié. Alors, j'en arrive maintenant finalement aux structures qui sont proposées par notre hôpital et par Covicare et par tout le groupe qui a longuement travaillé là-dessus du service de pneumologie et du service de médecine interne générale. Et donc, ce qui a été identifié, c'est, si vous voulez, le prototype du patient qui pourrait bénéficier d'un retour à domicile précoce avec de l'oxygène. Il y a un certain nombre de critères qui ont été très bien définis, codifiés, qui sont d'abord évidemment d'être à plus de 10 jours depuis le début des symptômes, ça coule un peu de source de par l'évolution naturelle de la maladie, d'être pratiquement affébrile, et puis surtout d'avoir des besoins en oxygène qui sont définis comme modestes, c'est-à-dire à moins de 2 litres par minute ou en baisse depuis 72 heures. Enfin, tous les critères qui suivent sont finalement focalisés sur la capacité du patient à être entouré, secondé, ne pas avoir de troubles psychiatriques et pouvoir en fait réagir de façon adéquate si son état s'aggrave. À partir de là, donc, on a au sein de notre institution l'équipe Covicare qui peut être sollicitée pour anticiper avec tous nos collègues dans les unités la possibilité d'un retour à domicile dans les 24 à 48 heures, basé sur les critères qu'on vient de voir et en prenant contact avec les coordinateurs Covicare. Et ceci va permettre un suivi post-os par l'équipe Covicare ou par le médecin traitant, s'il est disponible, s'il est prêt à assurer ce suivi, avec le concours de l'IMAD, un appel quotidien. Et pour ce qui est en fait du fait de dispenser les appareils, il y a une coordination qui a été mise en place avec la Ligue pulmonaire genevoise qui permet d'assurer une seule filière pour la prestation oxygène à domicile, la plupart du temps, en fait, un concentrateur d'oxygène avec une bonbonne pour le transport. Vous voyez ici cette diapositive très lourde, simplement pour vous montrer que ce soit les infirmières ou les infirmiers de l'IMAD et les médecins traitants, ils vont recevoir en fait un mode de procédé par rapport au sevrage ou à l'adaptation du débit d'oxygène qui leur permet de faire face à peu près à toutes les situations. C'est extrêmement précis et ça permet en fait de suivre tout le processus d'adaptation et de sevrage de l'oxygène au cours du traitement. Un message important, attention à la qualité des saturomètres et des mesures saturométriques. Pas de titration basée sur les oxymètres personnels des patients. On a une variabilité des mesures qui est juste prohibitive en termes de médiocrité, malheureusement, de la qualité de certains de ces appareils. Donc, méfiez-vous des petits saturomètres jolis comme tout à 18,80 francs que l'on trouve sur Internet et pour lesquels on n'a aucune garantie de validité des mesures. Donc, pour terminer, j'aimerais dire que la procédure de retour à domicile avec de l'oxygène pour des patients en situation post-Covid dans notre site Luz-Roseraie est opérationnelle et on remercie tous ceux qui se sont impliqués pour ça. L'oxygénothérapie à domicile en phase montante de l'infection n'est pas encouragée à cause du risque finalement d'aggravation très brutale qui peut mettre des patients en danger. Donc, pour l'instant, on n'est pas dans une situation où on est sous pression et où on a besoin d'assurer ce type-là de prestations, alors que nos collègues en France le font. Le sevrage de l'oxygène à domicile peut prendre des semaines, donc il ne faut pas être trop pressé. Ça peut prendre dans certains cas des jours, mais la plupart du temps, ça peut prendre des semaines, en particulier chez des patients comorbides. Et puis, retenons bien que la désaturation à l'effort ne fait pas partie du processus décisionnel, parce que sinon, on va augmenter artificiellement les besoins en oxygène chez nos patients. Et enfin, la question des critères de sévérité, 2 litres par minute, 3 litres par minute, est ouverte à discussion et devra être adaptée en fonction du temps. Nos collègues français, par exemple, ont des valeurs seuils qui sont un peu différentes des nôtres. Donc,
je mentionne quelques documents de référence pour ceux que ça intéresse, les recommandations bien sûr du groupe Covicare Postop qui sont disponibles sur intranet, les procédures de la Société de pneumologie de langue française qui sont très bien faites avec une bonne revue de la littérature, un papier qui propose un algorithme qui ressemble en fait passablement au nôtre mais sans qu'il ait été encore plus validé finalement que notre pratique, et un travail très intéressant mais qui a déjà 2 ans qui montre pourquoi nous avons choisi cette fourchette de 92 à 96% de saturation comme étant la cible, pas plus, pas moins. C'est un travail qui reprend, en fait, c'est une énorme méta-analyse sur des données de patients suivis post-ARDS. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année, mais je suis à disposition pour les questions.